On est en train de prendre du retard. Donc, j'appelle sur l'estrade, la scène, Laurent Duport, qui est donc architecte et enseignant à l'école d'architecture de Montpellier. Karima Younsi, qui est anthropologue. Nous avions fait une erreur sur sa qualité. Et donc elle enseigne à l'école d'architecture de Normandie. Franck Delorme, qui lui est architecte historien. Oui, vous pouvez éventuellement vous rapprocher. Bon, je vais parler plus fort et puis on va faire un effort. Oui, j'appelais donc Franck Delorme, architecte historien qui travaille à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et qui est aussi à la Fondation André Wozinski. Et puis, soit de suite, soit un peu plus tard, comme vous voulez, Marc Bernardo, sociologue universitaire à l'université d'Aix-Marseille. Thomas Rossillon, qui travaille pour Haute-Savoie Habitat, et Blandine Merchou, qui représente l'IDEIS, et donc le gestionnaire du foyer des Marquisats à Annecy, dont Franck va nous retracer l'histoire, et ils nous parleront tous les deux de l'actualité de ce foyer. Laurent, je te propose d'ouvrir la session. Bien, merci beaucoup. Cette journée est un hommage à Paul Chemetov et je voudrais dédier cette présentation à Henri Siriani qui vient de nous quitter. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il est un des auteurs du Tétrodon et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant. Donc je vais vous indiquer un petit parcours entre le module et le modèle avec deux éléments architecturaux que sont l'hexacube et le tétrodon. Si les deux inventions se ressemblent par leur caractère expérimental de conception et de réalisation, elles n'en sont pas moins la trace pertinente, aujourd'hui marquée d'obsolescence, du processus de mobilité d'un élément architectural flexible et repositionnable. Transportable par camion, démontable et remontable, elle constitue un marqueur des années 70, au même titre que les piscines tournesol de Bernard Scholler. Les brevets d'invention de ces deux architectures sont déposés à quelques mois d'intervalle et la documentation sur ces deux projets est assez importante, mais ils n'ont jamais fait l'objet d'une comparaison, à l'exception de cette présentation qu'on peut voir ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où vous avez deux maquettes exposées à la même échelle des deux habitations que sont l'hexacube et le tétrodon. Quelques mots sur Georges Candilis et Anja Blumstadt, donc les inventeurs, les concepteurs du tétrodon. Concernant Georges Candilis, je pense que tout le monde connaît assez son parcours, mais quelques mots pour rappeler qu'il est né en 1913, qu'il va suivre ses études à l'école d'architecture polytechnique d'Athènes, dont il sort diplômé en 1936. Il va travailler chez Le Corbusier, dont il va suivre le chantier de l'unité d'habitation de Marseille. Et il va participer de manière très active au SIAM et fonder avec d'autres architectes et historiens le Tinten, dont la première réunion va se dérouler à Bagnols-sur-Cèze, où Candilis, Josic et Woods construisent des logements, et le quartier des Escanaux en particulier, qui vaudra à l'équipe l'obtention du premier Grand Prix d'urbanisme en France en 1960. Anja Blumstadt, elle est diplômée de l'école des arts décoratifs d'Helsinki en 1962, et elle travaille essentiellement avec Cash Frank, qui est le directeur artistique
de l'Institut d'art décoratif d'Helsinki. Par la suite, elle s'associe avec d'autres architectes. Et ses activités et ses projets l'entraînent très vite vers la pédagogie et l'enseignement aux États-Unis, en Pologne, en France et à l'école Camondo, où elle va enseigner l'année scolaire 1966-1967. 67, c'est aussi l'année où elle rentre à l'agence de Georges Candilis comme designer et architecte d'intérieur, et elle va travailler notamment sur le projet ExactCube, mais pas que. Elle va travailler également sur le mobilier du village de vacances des Caras à Port-le-Cat-Barcarès. Il faut voir que la conception de l'ExactCube s'inscrit dans le cadre de la mission Racine, lancée en 1963, et qui visait à aménager la côte du Languedoc-Roussillon pour en faire une destination touristique majeure. Le plan d'urbanisme régional de 1964 prévoyait le développement de stations balnéaires sur 180 km de littoral, dans l'optique d'un tourisme social destiné principalement aux vacanciers français. 5 stations sont ainsi créées, dont le Cat-Barcarès, dont Georges Candilis sera l'architecte en chef, pour qui le loisir était un droit fondamental et un moyen d'épanouissement personnel et culturel, et représentait selon lui une nouvelle attitude spirituelle et sociale, une nouvelle façon de penser, de vivre, voire une nouvelle culture. Et donc l'ExactCube, conçu pour le Cat-Barcarès, illustre cette vision. Une architecture modulable pensée pour réguler l'espace et encourager l'autonomie des individus dans un cadre collectif. L'ExactCube est une cellule préfabriquée en plastique constituant à elle seule une habitation. Chaque cellule est formée de 2 éléments identiques superposés, contre lesquels sont fixés des éléments latéraux interchangeables qui font les façades de l'unité. Chaque élément principal est formé d'une paroi en forme de tronc de pyramide à base carrée. Le fait qu'ils soient identiques facilite le stockage et le transport sous un encombrement très réduit et permet de les emboîter les uns dans les autres par simple collage et dispositif d'assemblage rapide contre un joint d'étanchéité au moyen de boulons. Les éléments latéraux peuvent être destinés uniquement à fermer les parois latérales d'un ensemble de 2 coques, ou bien, plus profonds, peuvent devenir des éléments de rangement ou des blocs sanitaires, douche, WC, kitchenette incorporée. Les cellules peuvent grandir par simple accrochage des différents éléments ou par addition de nouvelles cellules. L'assemblage de plusieurs cellules permet la formation de véritables maisons, comme aussi bien l'adaptation à d'autres activités, bureaux, kiosques, boutiques, etc. La demande de brevet de l'ExactCube est déposée aux 2 noms, donc Anja Blomstedt et Georges Candilis, le 22 octobre 1971. Elle est constituée d'une description de 8 pages, dont 3 sont des documents graphiques qui montrent en façade, en plan et en coupe et en détail l'ExactCube, comme vous pouvez le voir ici. L'ExactCube, c'est une nouvelle manière de vivre. C'est une technique nouvelle d'habitat modulaire qui s'appelle le cubing, avec beaucoup d'avantages. Un montage, un transport, un déplacement sans main-d'œuvre spécialisée, pas de structure particulière de support, pas d'ancrage au sol, un équipement intérieur qui peut être réalisé par tous les matériels type standard, un faible prix de revient, une flexibilité absolue. Les cellules de base peuvent évoluer par simple assemblage. Avec, comme vous pouvez le voir ici, les modules de façade, un élément principal, des éléments polyvalents qui peuvent s'additionner. Et cette notice, ou peut-être plutôt plaquette publicitaire, qui est réalisée par la CIFAM, la Compagnie internationale des fabrications modernes, basée à Toulouse, où Candilis construit le Mirail, commercialise l'ExactCube en proposant des éléments modulaires interchangeables et adaptables, permettant de construire une véritable maison évolutive avec des éléments coques qui forment toiture et plafond et plancher, et on peut juxtaposer des éléments identiques équipés de portes-fenêtres ou de couleurs selon les choix. D'un poids total qui n'excède pas 300 kg, l'ExactCube peut être facilement transporté. Une clé de 8 mm et un tournevis sont les seuls outils nécessaires pour le montage, qui peut être réalisé pour toute surface horizontale, pierre, ciment, asphalte, terre, sable. 3 personnes inexpérimentées peuvent assembler 3 ExactCubes en 6 heures. Les percements désirés s'obtiennent selon leur dimension par l'emploi de forêts, de scies appropriés et permettent à la demande des branchements électriques pour l'eau, l'évacuation des effluents, ainsi que des aérations en application des règlements en vigueur. Quelques images de cette notice publicitaire où vous voyez la description extrêmement didactique
qui est proposé ici. Ce qui est intéressant dans l'Hexacube, c'est qu'aussi il y a un mobilier qui est créé spécifiquement adapté aux cellules et à l'espace de l'Hexacube, comme vous pouvez le voir ici, avec un mobilier de lit superposable et un certain nombre de rangements. Vous voyez Candilis en grand communicant devant l'Hexacube et dans l'Hexacube. Parallèlement, la CIFAM développe un élément assez intéressant, alors pas du point de vue esthétique, mais du point de vue de la modularité là aussi. Et en dehors du cubing, elle va proposer cette grande salle de 24 mètres carrés, qui peuvent là aussi s'assembler par les côtés, mais sur lesquels on peut aussi brancher ou plugger des hexacubes, comme vous pouvez le voir sur cette brochure. Grand communicant, comme je vous l'ai indiqué, Candilis va publier plusieurs articles, et notamment celui-ci dans l'architecture d'aujourd'hui, qui fait une analyse critique de la place des loisirs dans l'architecture et l'urbanisme contemporain. Ainsi, pour lui, une définition a priori du loisir est dangereuse et inopportune. L'analyse du loisir dans toute la complexité de sa structure nous amène à l'examiner sous ses divers aspects fondamentaux. Le loisir temps, le loisir activité et le loisir état. Une notion qu'il propose comme véritablement nouvelle manière de vivre, de penser, une culture nouvelle, comme il se plaît à le dire. C'est ce qui va développer dans l'aménagement touristique de Leucate Barcarès, dont vous voyez ici une publication dans l'architecture d'aujourd'hui. L'Hexacube sera également publié de nombreuses fois pour participer donc à la diffusion de cette architecture spécifique. Et ce sera publié à la fois dans des revues françaises et allemandes. Et comme vous pouvez le voir ici, avec toujours le même principe de modularité facilement transportable. Mais la plus grande démonstration concernant cette approche réside en fait dans l'installation de 27 hexacubes sur la plage de Port-Leucate Barcarès à l'été 1972, constituant, selon Candilis, le camping de l'an 2000. Il reste peu de traces de cette installation, si ce n'est une série de diagrammes que vous pouvez voir ici et de collages qui montrent là également les possibilités d'assemblage et de couleurs. Ces éléments sont visibles dans le fond d'architecture contemporaine du XXe siècle. Et il existe aussi ce plan qui nous indique l'implantation exacte des différents composants des 72 hexacubes posés sur la plage de Barcarès. Il y a très peu de photographies de cette réalisation. Vous en voyez une ici, vous avez en haut les deux photos aériennes, l'une sans les hexacubes et l'autre avec les hexacubes. Et puis toute une série aussi d'éléments ponctuels, comme les paravents colorés que vous voyez ici, qui ont été dessinés par Anja Blomstedt pour marquer quelque peu les entrées et différencier les parcours à l'intérieur de cette composition. Il y a une personnalité aujourd'hui qui s'attache à faire découvrir l'hexacube depuis plusieurs années. C'est Clément Cividino qui en récupère, les répare et les expose, comme vous pouvez le voir ici lors d'une exposition à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, qui les expose aussi à Milan, au Vitra Design Museum ou à Terra Mota, un domaine viticole à Gironne, ou encore à Perpignan où elle réside. Dans l'actualité, je voudrais vous faire part de 2 publications récentes concernant l'hexacube et qui montrent l'intérêt de la recherche dans le domaine et sur le sujet. Celui de Panagiotis Farantatos, la loisir du plastique pour tous, et puis l'article de Raoul Castellanos, une iconographie du loisir de masse, 3 modes de représentation architecturale dans l'hexacube de Georges Candilis et Anja Blomstedt, mais nous y reviendrons. L'histoire du tétrodon est beaucoup plus complexe. Projeté et conçu à la toute fin des années 60, il est le fruit de réflexions communes de Jacques Bers, Henri Siriani et Annie Tribel. Jacques Bers est né en 1929 à Tours et disparu en 1997. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs en 1955 et entre 60 et 64, il participe donc à la première équipe de l'AUA et au-delà du tétrodon, dont il va être l'essentiel artisan après l'expérience collective de l'AUA.
il va continuer à s'intéresser aux habitats de loisirs. Henri Seriani est né à Lima, au Pérou, en 1936, où il fait ses études d'architecture. Il arrive en France à 27 ans et, associé à Michel Corageau et Boria Huidobro, il participe à l'AUA entre 68 et 75, où il est associé au grand programme, la Villeneuve de Grenoble, le concours d'Évry. Il ouvre sa propre agence en 1976 et développera une architecture radicalement moderne en consacrant une part importante de son temps à l'enseignement, marquant plusieurs générations d'architectes. Annie Tribel est née en 1933, elle est diplômée elle aussi de l'École nationale supérieure des arts décoratifs en 1956 et elle participe dès 1962 aux activités de l'AUA, dont Jean Tribel, son frère, est l'un des fondateurs. Au-delà de ses interventions dans les foyers de personnes âgées à La Courneuve ou à Orly, des villages de vacances à Grasse ou pour le restaurant du Théâtre de la Ville, elle réalise des boutiques pour Roche-Beaubois et elle quitte l'AUA en 1986 pour enseigner à l'École supérieure d'art graphique puis à l'école de Camondo. Solide Nivet, dans son article « Le tétrodon, un habitat mobile en liberté », rapporte que, féru de voile, Jacques Bers rêve depuis un moment de réinterpréter un habitat léger de loisirs et qu'un jour de 1970, en abordant le sujet avec Henri Seriani, ce dernier lui aurait suggéré de préserver la neutralité intérieure du volume métallique que vous allez voir pour déporter toutes les fonctions spécifiques à sa périphérie, dissociant les espaces servants de cet habitacle en autant d'extensions interchangeables permettant de proposer différentes options à choisir sur catalogue. Le brevet d'invention est déposé le 2 mars 1970 à l'INPI et développe le projet sur plus de 16 pages, dont 4 pages de planches graphiques très détaillées. Dans les archives d'Arc en Rêve, il se trouve que les archives d'Arc en Rêve du Centre d'architecture de Bordeaux, qui a consacré une exposition sur le tétrodon en 2013, on trouve 2 carnets particulièrement intéressants datés de 1973 de Didier Consfroy, architecte stagiaire à l'AUA. Ces carnets de croquis et de descriptions détaillées nous emmènent dans l'univers du tétrodon, où sont abordées les multiples configurations potentielles qui y sont présentées. Ces éléments sont repris et complétés par une brochure de l'entreprise Cibat de Meudon, qui va développer ce procédé breveté de construction modulaire industrialisée, permettant de livrer un produit robuste, aisément transportable, aux multiples possibilités d'adaptation et d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez deux types de production industrialisée, à la fois la structure métallique de container et les coques de fonction en polyester armé. Contrairement à l'Hexacube, il s'agit ici d'une construction modulaire industrialisée, entièrement réalisée en usine et faisant appel à une main-d'œuvre spécialisée et à une haute technologie du polyester qui met en œuvre conjointement une ossature métallique parallélépipédique en acier, définissant un espace entre plafond et plancher totalement libre, c'est l'espace servi, et des coques ou éléments de fonction latéraux en sandwich polyester fixés sur l'ossature, conçus pour satisfaire un besoin spécifique. Les coques identifient l'espace auquel elles participent et elles deviennent coin repas, cuisine, sanitaire, lit, banquette, rangement au bureau. Ce sont les espaces servants. L'équipe de l'AUA va également produire une plaquette sur le procédé comme un instrument capable de répondre aux exigences nouvelles en matière d'habitat individuel et collectif. Les structures métalliques containers sont présentées sous diverses formes et de dimensions, 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces et 32 pouces, selon une largeur constante de 2,43 m. Les coques de fonction sont décrites en plan et en élévation et en coupe. Il n'en existe pas moins de 8. La coque cuisine, la coque sanitaire, la coque placard, la coque lit couple, la coque lit enfant, la coque lit alcôve, la coque bureau et la coque repas. L'une des particularités du tétrodon est son implantation au sol, réalisable par l'intermédiaire de plots fixés sur des pièces de coin qui isolent les tétrodons du sol et constituent des fondations ponctuelles, ne nécessitant pas de nivellement. Vous voyez ici différentes configurations qui vont du gîte de vacances pour un couple et 2 enfants, pour un couple et 4 enfants, pour une famille nombreuse, pour un hôtel familial, une résidence secondaire ou encore des logements pour travailleurs. Les combinaisons sont quasiment infinies
et peuvent être organisées pour des hôpitaux, des bureaux, des cantines, des usines. La plaquette est complétée par des photographies de maquettes, ainsi que des dessins où on reconnaît la main de l'architecte Henri Siriani. À propos du tétrodon, une autre plaquette publicitaire est élaborée par l'entreprise Barbeau, spécialisée dans les ouvrages de charpente métallique et les containers, qui en assure la commercialisation. La plaquette est conçue en français et en anglais, avec l'image du progrès, comme le montre ici l'image du Concorde que l'on voit en couverture. Cette plaquette nous montre également toutes les possibilités de tétrodon, allant des résidences principales et secondaires aux villages de vacances, logements de travailleurs, unités de restaurants, hôtels, motels, équipements socioculturels, bureaux, unités scolaires, mobiles, clubs nautiques, habitats lacustres ou montagnards. Les représentations sous forme de bande dessinée nous replongent donc dans l'univers des théories futuristes et utopiques des années 70, un objet aux frontières entre l'architecture et le design. La réception ou la fortune critique n'est pas en reste, avec des publications où le procédé est minutieusement décrit. Un tétrodon sera même exposé dans la cour carrée du Louvre en 1971, et c'est suite à cette exposition que la Sonacotra, à la recherche d'une solution d'habitat pour loger provisoirement les travailleurs qui construisent l'usine sidérurgique de Solmer à Fort-sur-Mer, passe une première commande de 140 exemplaires. Dans le cadre du 4e plan pour l'aménagement du territoire, une opération sera lancée aussi par les VVF à Lège-Cap-Ferré sur le territoire littoral aquitain. Une centaine de tétrodons seront mis en place, 180 étaient prévus au départ, sur la base de gîtes familiaux de 30 mètres carrés pour 4 personnes, comprenant les coques sanitaires, cuisine, repas, rangement, lit double par an et lit en gradin pour 2 enfants. Ils sont disséminés dans la pinède de Claouet et ouvrent par une large baie sur une terrasse de 18 mètres carrés, comme vous pouvez le voir sur ces photos. D'autres sites accueilleront encore les tétrodons, un camp de vacances en Irak et à Mururoa. Il faut ajouter les plages françaises où les tétrodons accueillent les maîtres nageurs et sauveteurs. Le tétrodon sera même mentionné au programme Architecture Nouvelle de 1974 sur le terme du tourisme social. Entre 1973 et 1978, 1 million de tétrodons sont créés, mais la production est stoppée par le premier choc pétrolier et son impact sur la hausse des prix du plastique. 2 décennies plus tard, alors que certains s'inquiètent du devenir patrimonial des tétrodons, à l'instar de l'historien de l'architecture Marc Saboya, le VVF de Lège-Cap-Ferré en conserve 10 lors de la modernisation de son village en 2012 et qui servent aujourd'hui essentiellement au personnel du VVF, qui sont assez bien conservés, que vous pouvez voir sur cette diapositive. Les 80 autres tétrodons sont récupérés par la commune de Lège-Cap-Ferré pour ces 2 campings municipaux et par la société Darwin Evolution dans son écoquartier à Bordeaux. Mais l'actualité, c'est l'aménagement en 2025 de ces 2 tétrodons en espace de coworking au camping des Pastourelles à Lège-Cap-Ferré, qui est la fierté de Pascal Lassus-Portarieux, la directrice de l'Office du tourisme de Lège-Cap-Ferré, grande défenseur du tétrodon. Quelques images qui montrent aussi là où se trouvent les tétrodons à Bordeaux, à l'espace Darwin, où vous voyez qu'ils sont disséminés sur une grande partie du site, avec là également des fortunes diverses, comme vous pouvez le voir ici. Alors il y a une petite erreur, c'est la photo d'en haut à gauche, c'est un autre tétrodon ailleurs, mais je vous le montrerai, où certains sont occupés en termes de logement, sont occupés par d'autres activités, et certains sont véritablement stockés et quasiment à l'abandon. Un autre tétrodon a été mis en valeur. C'est un module retrouvé par l'architecte Thierry Durousseau et qui a été entièrement restauré par une association grâce au soutien financier du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Fondation du patrimoine. En 2009, il devient propriété de la ville de Martigues et il est installé, voilà le démontage et le transport, et il est installé sur le bord de la Méditerranée.
Et il va devenir désormais une résidence d'artistes qui accueille des expositions et des ateliers, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, je finis. C'est pas fini. Il me reste 2 minutes. Dans l'actualité, l'exposition L'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné, sous la direction de Philippe Rizzotti en 2022 au pavillon de l'Arsenal, nous invite à questionner les architectures et les logiques de construction industrialisée dans le cadre de l'héritage architectural du XXe siècle et ses mutations environnementales. Au regard donc de cette actualité, avec la redécouverte de l'Hexacube et du Tétrodon, aujourd'hui visible, tout est affaire de reconquête, de réappropriation, de réutilisation, de recyclage. Il y a une logique à transformer le patrimoine construit. La réflexion sur la durabilité y conduit, comme l'indique Francis Rambert dans son catalogue de l'exposition « Un bâtiment, combien de vies ?» Les prototypes d'habitats préfabriqués et modulaires à montage rapide, imaginés pour les projets Hexacube et Tétrodon, font apparaître de nombreuses similitudes de conception. Et on peut s'interroger sur les potentiels des nouveaux matériaux plastiques pour la construction d'habitats de loisirs. Il s'agit donc de penser une nouvelle expérimentation spatiale de l'Hexacube et du Tétrodon par la réinterprétation de leur système constructif, de leurs composants et matériaux, mais aussi de leur empreinte carbone, afin de se conformer au mode d'habiter d'aujourd'hui et de faire émerger des logiques adaptables demain. Ainsi, avec Philippe Rizzotti, nous nous sommes penchés sur ce que pourrait être un travail de recherche. Philippe a réalisé ainsi la maquette numérique du Tétrodon en utilisant le protocole d'analyse de l'Hexacube pour évaluer et comparer les masses et empreintes carbone surfaciques de ces deux projets, comme vous pouvez le voir. Notre hypothèse de recherche propose donc de conjuguer une approche structuraliste en comparant les formes, matériaux et organisations spatiales, sans négliger les qualités initiales de ces projets légers et démontables, tout en testant les limites écologiques de leurs composants et de leur système, en évaluant leur empreinte carbone, les enjeux de conception bioclimatique pour imaginer l'utilisation de matériaux durables et surtout de nouveaux usages. Il semble alors pertinent de trouver une solution pour les coques moulées et d'isolants, en fibres naturelles, peut-être à haute performance, comme peuvent l'être les fibres de mycélium déshydratées, développées par l'équipe de Philros ou d'autres recherches en cours pour limiter l'impact environnemental de ces projets originaux. Je voudrais juste terminer en remerciant tout particulièrement les membres du conseil d'administration de Documents France, Richard Klein, Catherine Compingajac, Jean-Michel Bourillon, ainsi que Benoît Pouvreau et Marie Guémard. Je voudrais remercier aussi les personnes qui m'ont aidé à constituer cette présentation, en l'occurrence Clémence Ividino, Alexandre Ragois et David Périsséré du Centre d'architecture contemporaine Centre d'archives d'architecture contemporaine de la CAPA, d'avoir pu accéder aux archives d'Arc en Rêve grâce à Leonardo Lela, le directeur du VVF de Claouet, M. David Bonaventure, et la directrice de l'Office du tourisme de Lège-Cap-Ferré, Mme Pascale Lassus-Portarieux. Je vous remercie. Merci Laurent.